Bonjour, ici Steve Jean. Bienvenue à QCMTV Podcast, le balado québécois dédié à la passion du vélo de montagne. Je profite de l'occasion, encore une fois, de ma visite au Mont-Saint-Anne lors de la Coupe du monde de vélo de montagne pour rencontrer des gens du milieu. Et puis, j'ai la très grande occasion de rencontrer aujourd'hui Céline Hulsebo, qui est la gérante de l'équipe Lapierre de cross-country. Puis, elle va nous parler un petit peu de ce que c'est que d'être gérante d'une équipe de haut niveau dans ce milieu-là. Bonjour, Céline. Bonjour, Steve. Merci pour cette invitation. Merci beaucoup à vous d'avoir accueilli chez vous dans votre roulotte. Donc, le week-end est commencé déjà à grands pas. Hier, on a vu les épreuves de courte piste. Puis, cet après-midi, bien sûr, on a la discipline olympique qui va se tenir. Jusqu'à maintenant, comment ça s'est passé pour l'équipe? Alors sur la courte piste, on est content du résultat de notre athlète Annie Last qui est anglaise et qui a atteint donc la 11e place en partant dernière ligne. C'est très bien. Oui, très bien. Elle a fait 10e aussi à Lake Placid, donc on est vraiment très satisfait. Une très belle course, très tactique, très forte et puissante parce que c'est vraiment rapide sur ces 20 minutes. Absolument. Voilà, et on était déçus parce que notre leader en courte piste, qui est Thomas Litcher, le Suisse, qui a terminé du coup 8e du classement général, est malade, a attrapé un petit rhume entre Lake Placid et Mont-Sainte-Anne sur le trajet, donc il n'a pas pu participer. Donc c'était un petit peu notre déception, mais voilà, Annie a compensé cela. Mais quand même, 8e place au général, c'est ce que vous dites. C'est quand même très, très bien. Félicitations pour l'équipe. Merci beaucoup. C'était une belle constance de la part de Thomas cette année. Oui, tout à fait. L'équipe existe depuis combien de temps? Alors, il y a deux manières de répondre à cette question. La première, c'est l'équipe Lapierre. Ça fait 2 ans. C'est sa 2e année d'existence. Lapierre est une marque de vélo française qui existe depuis des années, qui a arrêté le niveau de compétition il y avait 12 ans. Après la médaille d'argent de Jean-Christophe Perrault aux Jeux Olympiques de Pékin, après le titre de champion du monde de Loïc Bruni, et ils ont décidé il y a 2-3 ans de réinvestir dans le milieu de la compétition, et donc ils ont choisi notre équipe privée qui, elle, existe depuis 26 ans. 26 ans, voilà. Déjà. Oui. C'est bien. Bravo. Merci. Et comment vous êtes venu dans le monde du vélo de montagne? Alors, déjà, je suis née dans une famille de cyclistes, une grande famille de passionnés de cyclisme à tous les niveaux, cyclisme traditionnel au départ, route, piste, cyclocross, et dans les années 90, mon papa avait un magasin de vélo, passionné de vélo lui aussi bien sûr, et il a décidé de monter sa toute première équipe régionale et nationale, donc régionale en 96, nationale en 98. Et puis au fur et à mesure, ça a grandi, ça a grossi. Julie Bresset, championne olympique à Londres en 2012, qui est avec lui et qui donc donne une dimension vraiment internationale et professionnelle à l'équipe à ce moment-là. Et donc plusieurs marques de vélos ont été représentées, Bianchi, BH, Orbea et désormais Lapierre. Okay. Donc papa souhaitait arrêter après les JO de Tokyo. Donc en 2020, nous avons négocié pour que je prenne la suite parce que je ne souhaitais pas au début parce que c'est une grosse responsabilité pour moi. Et voilà, après discussion, j'ai pris sa suite donc depuis 2021 à la tête de l'équipe. Et comment ça se déroule pour vous en tant que gérante là? Comme vous dites, c'est beaucoup de responsabilités. Donc une équipe de vélo de montagne professionnelle, c'est une petite société. Surtout quand c'est une équipe privée, parce que quand c'est une équipe factory, c'est une branche de la marque. En tant qu'équipe privée, c'est vraiment une petite société. Donc il faut gérer toute la partie sportive, bien sûr, avec tout le personnel nécessaire à l'encadrement des athlètes. Recruter les athlètes, mettre toute la performance autour d'eux, mais aussi tous les aspects administratifs qu'il y a derrière, avec des assistantes qui travaillent, parce que il y a la comptabilité, il y a les banques, les assurances, et tous ces aspects-là qui sont aussi à gérer de l'autre côté, quoi. C'est ça. Et quand même, vous êtes dans l'équipe ici, incluant les athlètes? Hein? Alors ici, incluant les athlètes, nous sommes 15 personnes. Wow, voilà, c'est une grosse équipe. Oui. Et puis tout le monde inclus, ça fait 2 athlètes de plus 17, plus le reste du staff qui n'est pas là, 21 personnes. Voilà. Donc ça inclut entraîneur, physio. Oui.
Mais aussi les assistantes, oui. les masters, les assistants au service course qui aident à ranger et tout ça. Voilà. Et oui. Ça fait beaucoup de monde. Et déjà ici, là, on est à Mont-Saint-Anne au Québec. Vous avez déjà quand même un assez gros setup, comme on dit, mais lorsque vous êtes en Europe, j'imagine que ça doit être encore plus de matériel à déplacer. Là. Oui. On a la chance ici au Canada de louer cette belle roulotte, ce qui permet de se mettre à l'abri, d'être au chaud aussi, parce qu'en octobre au Canada, il peut y avoir d'un petit peu de vent frais. Ouais, d'ailleurs, aujourd'hui, là, c'est pas la même chose qu'hier. Là. On est plus autour des 10 degrés. Là, ouais. Exactement. Et donc, on avait investi dans des tentes qui sont désormais marquées au nom de l'équipe, au nom de la pierre. Mais quand on est en Europe, effectivement, on a la possibilité de déplacer plus de matériel et on a 200 mètres carrés au sol avec 160 mètres carrés juste d'espace de tente de vie, plus 2 véhicules qui servent à justement un base de vie, un véhicule atelier et les véhicules autour pour se déplacer et tout ça. Donc, oui. C'est un travail à temps plein là, parce qu'on sait que en cross-country, là, c'est pas comme en enduro ou en descente. Là, vous avez beaucoup de courses là, dans une année. On parle environ de combien de compétitions pour les athlètes de l'équipe? Alors déjà, il y a les compétitions obligatoires, comme nous sommes un team élite, donc nous sommes obligés de participer à toutes les manches de Coupe du Monde. Donc cette année, c'était 8 manches. À côté de ça, nous apportons du soutien à nos athlètes lors des championnats du monde. Donc on se déplace, ils sont dans leur fédération, mais nous on est là parce que les mécanos connaissent les vélos, donc ça va plus vite que les mécanos d'équipe. Et l'entraîneur est là aussi pour les aider sur les lignes également. Donc ça fait celle-ci qui se rajoute. On se déplace sur tous les championnats nationaux pour apporter du soutien. Donc cette année, il y avait 5 nationalités différentes. Donc 5 championnats nationaux pour le staff. Et un début de saison pendant lequel, justement, on donne du rythme aux athlètes avant les premières manches de Coupe du Monde. Donc on choisit un calendrier qui varie les années olympiques, parce que les entraînements sont différents. Il y a des athlètes qui partent des fois 3-4 semaines en Afrique du Sud pour être vraiment dans des bonnes conditions d'ensoleillement et s'entraîner de manière à ne pas attraper, si possible, de rhume ou qui pourrait ralentir l'entraînement. Et cette année, par exemple, on a décidé de partir 9 jours en Grèce, dans la période de laquelle il y avait 3 courses d'affilée, ce qui a permis de vraiment débloquer le moteur. Ils ont bien apprécié. Et généralement, les autres années, des fois, on passe 3 semaines en Espagne et on enchaîne 3 week-ends d'affilée certaines compétitions. Ça fait pas long de pause durant l'hiver. Hein? Non. On se déplace plus après la finale, donc là ça fera mi-octobre, jusqu'au 1er février seulement. Okay. Wow. Et encore si on décide de rien faire en janvier. Mais tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Comment ça fonctionne pour le financement? C'est, j'imagine, une des parties les plus importantes là, de votre travail. Oui, tout à fait. L'entretien de bonnes relations avec les partenaires actuels, la recherche de nouveaux partenaires, effectivement, ça prend énormément de temps. Donc nous, en tant qu'équipe privée, comment on fonctionne? On représente les marques qui nous font confiance et nous, le vélo est fabriqué par tous ces partenaires. Donc la pierre nous fournit les cadres, bien sûr, plus tout un tas de pièces détachées. Mais ensuite, chaque morceau du vélo est vendu en échange de communication sur la marque. Et donc, il y a, selon l'investissement que les marques veulent mettre, c'est plus ou moins d'argent qu'on reçoit en échange. D'ailleurs, c'est ça, vous représentez Michelin. Oui, on tout à fait. remercie Vincent Ledieu qui nous a mis en contact. Merci Vincent. Par rapport à ça, les objectifs de l'équipe par rapport cette année, est-ce que vous les aviez, à votre avis, atteints ou quels sont votre point de vue en rapport à ça et par rapport à la saison prochaine qui s'en vient? Alors cette année, on est très content d'avoir fait déjà au moins un podium en Coupe du Monde. On a fait un podium en short track à Nove Mesto avec Thomas Litcher qui finit 3e à la courte piste. Donc un podium au niveau international sur un Coupe du Monde, c'est quelque chose de très exigeant. Il y a très peu de places, elles sont souvent prises par les mêmes équipes. Donc accéder à ça, c'est une gage de performance et de bonne forme de l'athlète. Donc là-dessus, on était très contents. On aurait pensé en avoir un deuxième, mais en tout cas en courte piste. Donc là, c'est pas gagné. On a encore 2 mains sur l'Olympique. Oui. Et on est satisfait d'avoir obtenu 4 titres nationaux.
double au Danemark et double en Grande-Bretagne, vice-champion d'Océanie pour notre coureur australien, et on est déjà à 20 victoires individuelles sur les courses qui se font autour, donc nous sommes très satisfaits d'avoir atteint ces niveaux-là. Puis en lien avec les partenaires, est-ce que les victoires ou les résultats que vous obtenez, est-ce que c'est suffisant pour atteindre vos objectifs financiers, ou si en plus de ça, vous devez prendre d'autres actions, aller chercher d'autres moyens d'apporter de la visibilité à ces marques-là, là, par exemple hors saison ou entre les compétitions, là, parce qu'on voit ça beaucoup dans d'autres disciplines là, où les gens doivent essayer de s'immiscer un peu ou utiliser les médias sociaux, entre autres, là, pour ça fait partie de votre réalité? Oui, les médias sociaux complètement. Aujourd'hui, on ne peut pas faire sans. On a un gros axe de communication. On a notre propre photographe, notre propre vidéaste. Oui. Ah, oui. Donc, ce qui fait qu'on produit très vite du contenu quand on est en déplacement sur les compétitions. C'est notre force et c'est quelque chose sur lesquels les partenaires investissent. Donc, selon le niveau d'investissement, ils ont droit à différentes niveaux de communication via les médias sociaux. Et ensuite, en dehors de ça, ce que recherchent aujourd'hui les partenaires avec l'arrivée de Warner Bros, l'arrivée de notre discipline sur Eurosport, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est abonné à Eurosport, en zappant, peut tomber aléatoirement sur notre sport, ce qui est une chance. Avec Red Bull, c'était très bien retransmis, mais c'était plus confidentiel. Il fallait savoir qu'il fallait aller sur le site, voilà, donc c'était plus délicat. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu de la manière dont sont retransmises les courses, c'est qu'il faut être dans le top 10, top 15 si on veut de la visibilité. Oui. Donc nous, en tant que groupe de team manager, c'est quelque chose qu'on négocie dans le media package de manière à avoir plus de visibilité sur des choses qui peuvent être faites en dehors de la compétition, comme des revues complètes de vélo, mais qui soient égales pour toutes les équipes, pas seulement une ou deux qui ont fait un podium, mais que ce soit plus égalitaire. Et donc, ça veut dire qu'on doit aussi accorder le recrutement en fonction de cela. Oui. Donc, effectivement, l'année prochaine, je renouvelle beaucoup de mes athlètes. Oui. Ah ouais, il y en a qui arrivaient en fin de carrière, qui avaient décidé qui m'ont annoncé assez tôt que de toute façon ils voulaient arrêter, donc voilà, je savais que j'avais des places de libre, et d'autres qui ne souhaitent pas forcément arrêter, mais sur lesquels on n'a pas réussi à atteindre les objectifs qu'on s'était fixés. Donc c'est ça, cette formule-là de représentation, d'auto-représentation en tant que telle. Je pense que j'en discutais avec le gérant d'une autre équipe en enduro, et puis il me disait un peu la même chose là, qu'il réalisait qu'au cours des prochaines années, là, il devait certainement prendre cette approche-là aussi pour aller chercher la visibilité qui était perdue pour ces athlètes qui participaient pas, par exemple, là, au final ou bien sûr. Et pas télédiffusé, là, on sait qu'on est dans le sport, on sait que c'est exigeant. Un athlète ne peut pas être tout le temps devant, c'est très rare. Ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare. Et donc, nous, en tant qu'équipe privée, on a aussi une grande force, c'est sur la participation au développement des produits. Oui. Donc, par exemple, on prend l'exemple de Michelin. On travaille avec Michelin depuis plus de 10 ans désormais. Wow. Et donc, on leur fait énormément de retours. Bon, voilà, on a eu telle course avec telle condition, on avait tel pneu, on a remarqué que ça et ça pourrait être amélioré. Donc, eux, de leur côté, les ingénieurs vont travailler sur des nouveaux modèles. Et donc, ça, avec Vincent Lelieu, c'est une grande force qu'on a de travail. On fait des retours constants. À chaque course, on a un petit tableau et on fait des retours. Et ça, c'est très précieux pour une marque. Donc ça, c'est une énorme valeur ajoutée. Avec tous nos partenaires sur toutes ces commentaires et ces retours. Ça nécessite des athlètes qui soient assez fins en analyse pour pouvoir le faire, mais aussi il n'y a pas que les athlètes, il y a aussi l'encadrement, c'est-à-dire que des mécanos peuvent être en capacité de donner leur avis, et les coachs aussi surtout. Oui. Ben, entre autres, si on prend l'exemple des pneus, justement, est-ce que lorsque vous avez des crevaisons, c'est des choses qui sont analysées puis discutées entre les mécanos et puis Vincent? Je sais qu'il m'en avait parlé un petit peu, avec glissé un mot, là, à dire que il ciblait les équipes avec qui il faisait affaire pour avoir des expériences différentes aussi. Bien sûr. Oui. Et c'est vrai que si la crevaison arrive, alors d'abord on analyse pourquoi il y a eu crevaison, est-ce que voilà, c'est une erreur technique du coureur et bon bah là il y a pas grand-chose à analyser, ou voilà, ça a été quelque chose de particulier, tiens, c'est peut-être une faiblesse à un endroit, donc on découpe, hop, on envoie à Clermont-Ferrand chez Michelin. Et puis si on parle du vélo Lapierre en tant que tel,
À ma connaissance, là, Lapierre est une compagnie quand même assez avant-gardiste et qui développe de beaux vélos avec des particularités là, assez intéressantes, là, je pense, au niveau de la justabilité et de la géométrie et tout ça, dans différents types de vélos. Mais vous, j'imagine que ça fait plusieurs années que vous êtes avec eux, les athlètes doivent bien l'apprécier. On connaît les forces et les faiblesses de notre cadre. Un angle très ouvert à l'avant, une géométrie très ouverte, ce qui permet qu'en descente, c'est très très confortable. C'est pas pour se vanter, mais on pense que notre vélo est très bien placé pour une course comme ici à Mont-Sainte-Anne parce que il a un rendu vraiment extraordinaire sur ce genre de course. Et puis on sait qu'il y a certains autres endroits où ça va être peut-être un peu plus exigeant, mais voilà, c'est comme tout vélo, il y a ses forces et ses faiblesses. Mais oui, effectivement, ils portent un grand soin à leur cadre et justement, normalement, il y aura un cadre qui va sortir certainement en fin d'année prochaine. Ah oui. Et puis, au niveau des suspensions, vous roulez avec quoi? Avec Fox. Avec Fox. Avec 120 mm à l'avant, j'imagine. Oui, c'est ça. Alors après, ça dépend des athlètes. Il y a des athlètes qui préfèrent avoir une 100, une 32 avec un débattement en 100 et ça, c'est vraiment une sensibilité proche. Ça dépend de chacun. Athlète, oui, mais sur 7 athlètes, on en a 3 en 100 et 4 en 100. OK. Bon, mais c'est très bien, ça. Ouais, c'est génial, mais... Donc, écoutez, on va attentivement regarder la course et puis on va encourager les athlètes certainement. Merci Steve. Et merci beaucoup. Puis je vous souhaite de profiter peut-être, je sais pas, est-ce que vous demeurez un petit peu au Québec là quelques jours avant de retourner en Europe ou profiter on reprend l'avion lundi en fin de journée à Montréal. Oui, ça s'enchaîne parce que nous sommes attendus au Rock d'Azur qui est un énorme événement sur le territoire français, dans le sud de la France. Certainement. Tous nos partenaires seront là, donc voilà, on enchaîne avec des séances de signature et tout ça. Donc, nous sommes attendus en Europe. Bon, mais on va vous souhaiter une belle fin de saison. Merci beaucoup. Et puis, beaucoup. on va attentivement regarder ce qui s'en vient pour les prochains mois. Et puis, soyez attentifs. On peut inviter les gens à vous suivre sur Instagram ou sur Facebook. Tout à fait. Donc, en tout attaché, Lapierre Mavic Unity. Et vous nous trouvez sur Facebook, sur Instagram, sur notre site internet. Voilà. Bien, parfait. Merci beaucoup. Merci Steve. Merci. Merci tout le monde d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimeriez nous encourager, s'il vous plaît, allez liker et abonnez-vous afin de rester informé de l'apparition des prochains épisodes. Puis surtout, n'hésitez pas à partager à vos amis et aidez-nous en faisant connaître le podcast. Vous pouvez aussi communiquer avec moi sur Instagram et sur Facebook à QCMTB Podcast. Donc, à la prochaine et puis bon riding!